Donc bonjour, moi c'est Salsabil Bonjour. et on va passer donc au troisième thème, plus donc sur la post-vérité et les fake news. Donc aujourd'hui on est dans une ère où les informations circulent beaucoup. On peut avoir accès, aux dernières actualités très rapidement, très facilement, notamment grâce aux réseaux sociaux et du coup on en a beaucoup et parfois c'est compliqué de dénouer, les vraies informations, les vraies sources à celles qui sont, fausses. Donc, je voulais savoir, vous, en tant que journaliste, comment vous arrivez, à différencier les informations fiables aux fake news? Le principal conseil que je crois qu'il faut enfin qu'on peut donner par rapport aux fake news, c'est vraiment d'aller toujours rechercher l'émetteur de l'information, et de regarder si derrière, l'émetteur de l'information, c'est un média, établi, même si dans les médias, il y a aussi aujourd'hui des fake news, donc c'est compliqué. Heu, il faut toujours tout recouper et c'est un peu la difficulté du moment, c'est que c'est compliqué de croire Hem, tout ce qui est produit tout le temps et donc il faut faire cet effort de se dire: «Tiens, on me dit ça, mais qui me dit ça et d'où est-ce que la personne parle?» Et si c'est un média établi déjà, avec des journalistes professionnels, déjà c'est beaucoup normalement ça doit être fiable. Ça n'empêche pas quand même de vérifier un peu quand même. Donc il faut toujours un peu tout vérifier avant de se construire une opinion très arrêtée sur les choses. Et donc, est-ce que parfois pourquoi certaines, informations, par exemple, notamment les fake news, on a l'impression qu'elles se répandent plus vite et prennent plus d'ampleur que, les vraies informations? Oui, il y a ce phénomène de viralité effectivement qui est, effrayant, mais en fait, plus c'est simple, plus le message est simple, plus il est percutant et plus il va être viral et c'est toute la difficulté, c'est que les choses très simplistes, circulent beaucoup plus facilement, elles sont relayées plus facilement, et voilà. Aujourd'hui, c'est très viral, on peut espérer que ce soit peut-être un jour un peu mieux encadré, mais on verra. C'est pas évident d'encadrer ça non plus. Et donc selon vous, comment les médias et les journalistes, doivent faire face à cette désinformation et ces fausses vérités? Je pense alors en étant évidemment irréprochable sur, leur façon de travailler, ça c'est la première chose, de pas, en tant que média constitué, propager des fake news, ce qui peut arriver, ce qui arrive de temps en temps et là, c'est un vrai problème. Donc il faut que nous, journalistes professionnels qui sommes censés, c'est notre métier, vérifier les infos, on soit irréprochables. Ça c'est le première étape déjà, commencer par soi et ensuite, pour lutter contre les fake news, hem rétablir les vérités autant qu'on le peut. Il faut rien lâcher sur les faits, en fait. Il faut toujours ramener le débat aux faits et les rappeler sans arrêt. Il y a des choses qui sont factuelles, qui sont sues, qui sont connues. Si on n'est pas d'accord sur, enfin, si on discute sur une base qui n'est pas commune, on peut pas discuter, en fait. Après, il peut y avoir des points de vue, il peut y avoir des opinions, mais ce ne sont que des opinions, ce sont des points de vue particuliers. Le reste, ce sont des faits sur lesquels, il faut qu'on soit d'accord et c'est sur cette base-là qu'on peut discuter. Sinon, sur le reste, on peut pas discuter. Si on est en train de parler de vérité alternative, comme on dit, on discute dans le vide et on discute de rien du tout. Donc il faut en revenir aux faits sans arrêt. Et aujourd'hui, on est dans une époque où, les émotions priment beaucoup sur les faits et donc le sujet de la post-vérité est de plus en plus abordé. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien dans votre travail? Oui, oui, c'est quelque chose qu'on ressent, l'émotion. Hem, en fait en tant que journaliste, on est comment dire? On est obligé de travailler avec nos émotions. Comme je disais tout à l'heure, quand on travaille, sur certains sujets, il y a beaucoup d'émotions. J'ai pas couvert de guerre, c'est pas mon métier, mais j'imagine qu'on est en proie à ça tout le temps. Prends l'exemple tout récent quand même qui est édifiant, de la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République et de la prison ferme. On en a entendu parler partout. Il est ressorti de prison au bout de 3 semaines, il nous fait un livre, pour nous raconter des choses hallucinantes. Je Dans le cas de l'affaire Sarkozy, enfin, les affaires Sarkozy, j'ai couvert plusieurs procès. J'ai pas couvert le procès de l'affaire Libyenne, mais j'ai couvert le procès des écoutes et j'ai couvert le procès, Pygmalion. Il y a à chaque fois une stratégie éminemment trumpiste de Nicolas Sarkozy qui consiste à revisiter les faits comme si ou à les passer sous silence et à faire de la communication à grande échelle. On l'a vu, hein, son livre, c'est de la com, évidemment et à faire à balancer des éléments de langage, partout pour sa défense. Il est capable d'inonder,
les médias et ça marche malheureusement. L'audiovisuel et parfois, notamment les télés et les chaînes d'infos sont parfois très suivistes et relaient tous ces éléments de langage. Mais, il y a un dossier, il y a des faits, il y a une instruction. Il a été déjà condamné 2 fois sur la base de faits établis avec des instructions qui ont duré des années. Donc il y a eu des enquêtes, la justice a enquêté et ben là, on n'est plus sur une campagne mais en politique, on n'est plus sur une campagne électorale, plus exactement, mais on est vraiment sur, une grande, entreprise de communication et de manipulation, dans ces histoires, Sarkozy. Et là, je trouve que, ben, notamment les chaînes d'infos, un certain nombre de médias audiovisuels, ils sont allés, à cœur joie dans, le fait de relayer les éléments de langage, de cette propagande et là, je pense qu'il y a quand même un petit truc à ajuster de point de vue de la couverture journalistique de ces sujets-là. Merci beaucoup. Et donc, en tant que journaliste, quel est le conseil que vous donneriez aux futures générations pour qu'elles puissent développer, leur esprit critique et éviter, de croire et de partager de fausses informations? Pour moi, le métier de journaliste, il doit se situer à peu près à cet endroit-là. Le fait de, certes, diffuser des informations, mais essayer quand même de diffuser une compréhension des sujets, une compréhension de l'autre et 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 pas, des croyances, des opinions, et des choses, infondées, qui ne racontent rien si ce n'est, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Bah, merci beaucoup. On va demander à notre public, s'ils ont pas d'éventuelles questions. Comment pouvons-nous déceler le vrai du faux avec l'arrivée de l'IA? Ah oui, 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 ben, ça, c'est sûr qu'il faut, déceler le vrai du faux, alors, il y a des petits trucs, hein, d'ailleurs, tous ces petits trucs sont connus et circulent sur les réseaux sociaux, donc évidemment, à l'image, déjà, on peut déceler un certain nombre de choses, la façon dont les personnages bougent et puis, je pense qu'il faudrait aussi, imposer une obligation. Quand c'est fabriqué par IA, il faudrait que ça soit obligatoire, que ce soit indiqué sur les images elles-mêmes. Ça, il faudrait que, d'un point de vue éthique, ce soit systématique. Garder l'esprit critique et garder à l'esprit que ça peut être de l'IA. Alors après, il faut pas être parano non plus, mais vérifier les images autant que les informations qui nous arrivent. Toujours vérifier à la source et se dire: «Mais d'où viennent ces images? Est-ce qu'elles sont pas, fabriquées? Est-ce que» parce qu'en plus, les deepfakes, c'est effectivement, ben, assez abyssal, hein. On peut faire dire des choses à des gens, alors qu'ils ne les ont pas dites. Enfin voilà, donc surtout toujours garder à l'esprit que ce qui circule n'est pas forcément vrai. Garder son esprit critique bien ouvert. Donc j'espère qu'on va un petit peu se descotcher des écrans un peu plus et privilégier, le dialogue, les échanges, ce qui fait de nous des êtres, humains et ce qui fait la richesse de tout un chacun et aussi des productions journalistiques d'ailleurs. Par rapport à ce qui potentiellement peut arriver en France, pourquoi ne pas utiliser le darknet comme plateforme d'échange? Pourquoi on l'utilise pas? Parce que enfin, pourquoi on peut se dire que c'est en tout cas attention à l'utiliser parce qu'il y a plein de choses aussi sur le darknet, qui sont extrêmement limites, En fait, ce jour-là, alors, moi, je ne rêve pas d'être, enfin, quoique, journaliste, parce que je voudrais revenir à cette base, méthodologique, de travail, parce que qui dit développement social, c'est aller vers l'autre, vers un public varié. Et je te remercie pour cette intervention, parce que je suis pas sûre que vous vouliez être tous journalistes, quoique. Mais voilà, je pense que ce qu'a amené Aurore cet après-midi, je te remercie encore, c'est dans nos métiers, c'est cette méthodologie, au-delà du darknet. mais il y a une fonction sociale du journalisme. Il y a une fonction sociale et si on la fonction sociale, c'est ça, c'est un métier qui peut être très utile et qui peut être aussi très néfaste, voilà et il faut réfléchir à ce qu'on a envie de faire dans ce métier pour qu'on aille dans le sens de l'amélioration des choses. Voilà donc l'affaire libyenne, elle est compliquée mais c'est vraiment, il aurait fallu beaucoup plus la raconter. Il aurait fallu que toutes les télés racontent ce qu'il y a dedans et c'est édifiant. C'est édifiant. Il y a une très bonne BD qui est sortie là-dessus qui permet de comprendre, Sarkozy-Kadhafi, voilà, on lit cette BD, on comprend l'affaire, elle est écrite par des journalistes qui ont enquêté là-dessus. Donc voilà, mais la presse, les médias audiovisuels n'ont pas fait leur travail et ils se sont fait envahir par les éléments de langage, par les images, de la famille Sarkozy sortant accompagnant,
l'ex-président de la République à la prison de la Santé. Enfin, tout ça était vraiment, pour moi, un moment extrêmement de raté journalistique énorme. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive telle les programmes télé, hein, on aime maintenant les meurtres et un petit peu moins La Petite Maison dans la Prairie. Donc l'audiovisuel s'adapte aux soi-disant volontés du public. Et est-ce qu'il n'y a pas une dérive dans le Si, journalisme? si. On fait du papier sur les faits divers, l'affect dont tu parlais, Oui, oui, oui. d'aller en profondeur, parce que je pense que les Français sont pas trop cons. Bah, il y a une tendance, notamment sur les faits divers, elle est pas nouvelle, hein, de faire du sensationnalisme. Les faits divers, sur les chaînes d'infos, quand il y a un fait divers, ça tourne en boucle, pendant, des jours et des jours. Mais aujourd'hui, les faits divers sont effectivement couverts, notamment par les chaînes d'infos, de façon, extrêmement suivie et parce que ça marche, parce que ça fait de l'audience. Parce que ce côté voyeur, il a toujours un peu marché. En fait, la presse à scandale en Angleterre, les tabloïds font ça depuis des décennies. Je ne sais pas si on peut arriver à faire des choses joyeuses dans le journalisme. C'est pas évident. On parle quand même beaucoup de choses qui fonctionnent mal, donc c'est pas évident. Alors on peut relayer après des choses qui fonctionnent bien aussi, mais on est quand même là pour, donc c'est pas évident de trouver ce curseur de, on va quand même vous raconter des choses agréables. Et en fait, je me questionnais beaucoup sur, la place que n'ont pas les personnes en situation de handicap, dans les médias, dans les journaux. Et je trouvais que justement, le fait que des journalistes aient accepté, de couvrir, certains de nos événements, c'était une façon de transmettre, de la joie et de donner de la place à des personnes, qu'on a tendance à invisibiliser dans notre société. Et c'était juste pour rebondir et pour avoir une petite note joyeuse. Oui, oui, il y a quand même, heureusement des remises en question et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très peu couvertes et sous-couvertes ou pas couvertes et il faut que les rédactions s'y mettent, donc il y a quand même des choses qui, il y a des thématiques qu'on couvrait pas il y a encore 10 ans ou très peu et qui sont revenues sur le devant de la scène, ou qui sont venues carrément dans le champ médiatique et c'est vrai que tout ce qui concerne le handicap était sous couvert. Mais d'ailleurs, c'est une très bonne, un très bon champ d'investigation de sujets divers et variés. Voilà, parce que je pense qu'il y a pas mal de rédactions qui sont preneurs et qui connaissent mal preneuses et qui connaissent mal, en fait, ce sujet-là. J'avais une petite question aussi. L'opinion publique, elle influence beaucoup les médias, mais maintenant, est-ce qu'il y aurait pas aussi une volonté de manipuler le peuple? Enfin, quand on voit que, par exemple, Bolloré, il rachète de plus en plus de médias, il a racheté Brut, Brut qui est, Non, Brut, c'est Saadé, ah bah, mais bon, c'est mais aussi quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui voilà, en fait, c'est un média aussi qui touche beaucoup les jeunes et mmh. c'est pas seulement les médias aussi, on voit par exemple, quand on voit des, figures, d'hommes politiques, qui se mettent à faire des TikTok et qui font, enfin, qui veulent avoir une influence sur, justement, les générations, je sais pas comment on doit le prendre. Avec, beaucoup de distance, enfin, tout ça, vous devez comprendre alors Brut a été racheté par Rodolphe Saadé, le patron par le groupe CMA-CGM. Ils ont racheté effectivement, ce média qui fait des vidéos très virales et par ailleurs, il y a des contenus très intéressants, hein. Il y a des choses très, très bien sur Brut, avec une petite innovation éditoriale souvent et tout, donc c'est intéressant. À voir s'il est interventionniste ou pas, Rodolphe Saadé, on verra. Sur ce média, il a pas un agenda politique comme Vincent Bolloré, pour l'instant en tout cas, non. Donc on verra si ça pose problème. De toute manière, si en voyant des contenus, qui sont extrêmement, comment dire? Revendicatifs, militants, dites-vous que derrière, il y a des gens qui essayent de vous faire passer leurs idées. Donc c'est ça en fait. Quand vous voyez un contenu heu, qui semble équilibré et nuancé, ça aide à réfléchir et c'est très bien. Merci beaucoup, d'avoir pris le temps de répondre à nos Avec questions. Je plaisir. pense que Merci à vous. Ça nous a fait également très plaisir. Je pense qu'on a tous trouvé ça super intéressant et super enrichissant. À toi. J'espère que ça vous a plu, à vous aussi et voilà. Eh ben, merci pour l'accueil. Merci beaucoup. C'était Speaker Podcast, on se retrouve pour un nouvel épisode.